Apparemment une défection cet après-midi. Oui, mais ça va être lu. Ah, Donc c'est Patrick Fredel oui. et son texte va être lu. Ah d'accord. Non, Il parce l'a que envoyé. sinon, enfin moi, comme je peux pas assister à la fin, j'aurais proposé de faire remonter la dernière intervention plus tôt pour que je puisse l'écouter. Mais Oui, 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 on peut faire ça. Enfin, je... Elle a terminé dans le quart d'heure qui précédait l'heure à laquelle elle est. Oui, non, c'est vrai, c'est... là, Non, non, mais c'est vrai. Le Patrick Modèle, il faut que je sois là et donc il faut que tout soit terminé à 6 heures. D'accord. ah oui, donc Mais on peut si, pas faire remonter. je pense que c'est tout à fait... Enfin, c'est sympathique pour Cindy, enfin, de voilà, de ne pas terminer la journée. Et, hein, ça vous embête pas? On est d'accord pour que la lecture du texte de Patrick passe... On la fasse en dernier, mais là, on commence avec une demi-heure d'avance. Hein, donc, D'accord. justement, pour que... S'il y a un problème, il n'y aura pas de texte de Patrick. Non, et puis c'est Michel qui le dira. Oui. Ah ben voilà, voilà, voilà. Très bien, très bien. Ah bon, c'est bien. Bon, ben, voilà. Donc, je Ah dis oui. quand même le titre, si tout le monde n'a pas le programme sous les yeux, donc du Nouvel Esprit Scientifique de Gaston Bachelard au Nouvel Esprit Scientifique de Michel Serres. Oui, ben merci. Et puis, je pense que je vous apprendrai rien parce que vous êtes la plupart bien plus spécialistes de la pensée de Michel Serres que moi. Donc, voilà. Donc, je me suis centré sur un domaine qui est tout à fait fondamental, en tout cas dans l'itinéraire de Michel Serres, et à la fois son itinéraire de recherche, et puis, bon, des ressentiments dont on a parlé hier, qui est effectivement son imprégnation l'esprit bachelardien et en même temps son, sa rupture avec, si j'ose dire, avec Bachelard et la définition de ce nouvel esprit scientifique où il reprend évidemment la formule de Bachelard en disant qu'il fallait aller différemment au-delà de cela. Alors, comme vous le savez, Michel Serres s'inscrit dans une filiation épistémologique qui est très importante à l'époque, qu'à voir d'ailleurs Foucault, bon, pour voir à quel point cette imprégnation est importante, qui est cette filiation épistémologique qui part de Bachelard, qui passe par Canguilhem, qui passe par toute une série de philosophes des mathématiques et de la physique et de la scientificité. Et une fois ces études philosophiques terminées, s'orientant vers la philosophie des sciences, il va consacrer son DES en 1954 à Bachelard, enfin à Bachelard, pas à Bachelard, mais sous la direction de Bachelard, plus précisément, aux remarques, je le cite, sur certains systèmes des nombres. Hein, c'est le sujet de son DES, remarques sur certains systèmes des nombres. Alors, là-dessus, système des nombres, on est, je le disais hier, dans une révolution des mathématiques qui est Bourbaki, les mathématiques modernes, et il souligne donc dans ce travail la rupture euh, épistémologique, et on est bien là dans des thématiques bachelardiennes, qu'opère Bourbaki entre la méthode algébrique et la notion de structure. Et Serre dira, écrit dans les cahiers de formation en 61, Bachelard donne de la rigueur à la poésie et poétise la rigueur scientifique. Donc il y a ce va-et-vient entre les deux. Et plus tard, dans son dialogue avec Bruno Latour, dans le livre qui a été republié récemment, qui s'appelle Éclaircissement, Bachelard dit à Latour, d'une certaine manière, c'était déjà le structuralisme, hein, ce qui effectivement atteste ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il s'engageait au début des années 60 dans ce paradigme structuraliste, bien défini en mathématiques, dit-il, et que je cherchais à redéfinir en philosophie. Donc il énonce bien là ce qui était son projet, d'être un structuraliste pur et dur, étayé sur la science la plus dure qui est les mathématiques. Alors, nommé en 1958 à Clermont-Ferrand
comme je le disais hier, il a comme collègue Michel Foucault, et là aussi, évidemment, la proximité est très grande dans cette filiation, justement, Bachelard, Canguilhem, par rapport à d'autres orientations, qui sont la phénoménologie à l'époque, et l'importance d'un Husserl, etc. Il y a là, effectivement, une autre voie, hein, qu'il représente. Et, euh, et donc, voilà, mais sauf que très vite, il va prendre ses distances. Et quand je dis très vite, c'est et attesté par ses carnets, publiés dans le tome 1 des œuvres complètes, dès 63. Il reconnaît le rôle pionnier qu'a joué Bachelard, mais en même temps, il prend ses distances. Euh, il prend ses distances par rapport à Bachelard et il défend la notion de structure, mais sur une base un peu nouvelle. Une fois encore, dit-il, il faut partir de Bachelard, un des rares à avoir su à la fois dessiner une forme pure et donner du sens à la compacité d'un contenu culturel, mais dans le partage de son œuvre, il a discerné les deux projets, il les a maintenus en relation polémique. Bachelard disparu, la science va son chemin et l'analyse littéraire le sien, mais leur destin est désormais lié. Bachelard disparu, il reste à écrire un nouvel esprit scientifique. Bon. Dans la liaison littérature-science, là, la configuration est nouvelle pour lui et il faut sortir d'un certain nombre de la doxa bachelardienne. En 65, il avance un concept un peu nouveau et qui justement essaie de définir les voies de ce nouvel esprit scientifique, qui est le concept d'intersection. C'est un concept qui entend se substituer au pluralisme bachelardien et l'intersection, l'importation de concepts ouvre pour lui une voie nécessaire à une épistémologie unitaire non bachelardienne. Donc là, hein, c'est clairement indiqué qu'il rompt avec cette poétisation hein, chez Bachelard, les rêves, les lots, etc., et à l'écart de l'esprit scientifique qui nécessite une rupture avec la sensibilité, avec la poésie, etc. Et lui, il voit au contraire bah, des intersections, des effets d'écho entre les deux. Et là, évidemment, c'est d'ailleurs une des raisons de son manque de visibilité. Et le fait que j'ai dit qu'il, bah, voilà, le train parti du structuralisme, il l'a loupé. C'est que on est dans une situation dans ces années où on passe, je dirais, de la rupture épistémologique, bachelardienne, à la coupure épistémologique. Donc il y a une espèce de radicalisation, au contraire, de l'orientation que reprend Husserl, une radicalisation de la césure, de la coupure épistémologique. Le terme de coupure est un terme qui fait florès dans ces années 60 et fait florès dans tous les domaines, justement, de ce paradigme structuraliste qui se définit même par la coupure. La coupure, on la retrouve dans la linguistique, science pilote, je disais, avec le socialisme, hein, coupure arbitraire, ce que Saussure appelle l'arbitraire du signe, qui coupe le jeu signifiant-signifié par rapport au référent, qui devient en situation d'extériorité et coupé de toute signifiance. Le programme sémiologique de Barthes reprend cette coupure, va jusqu'à couper aussi l'auteur et l'œuvre. Hein, c'est le moment où, effectivement, qu'est-ce qu'un auteur? L'auteur est complètement dénié dans son existence et il y a une espèce de textualisme qui est coupé, justement, de l'auteur à l'époque pour rompre avec ce que d'aucuns appelaient la vie-œuvre. Dans le domaine structural de l'anthropologie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a effectivement une coupure très grande dans les travaux de Lévi-Strauss et sur lesquels effectivement il voit une scientificité entre signifiant et signifié et entre la structure et le sens. Hein, là aussi, la coupure est accentuée. Chez Lacan,
c'est évident aussi, hein, il renforce la coupure, il utilise d'ailleurs Saussure et le signe, mais il renforce encore la coupure signifiant-signifié, euh, parce que la barre entre les deux, chez Saussure, est une barre un peu infinitésimale, très, très, euh, quasi inexistante. Lui, au contraire, c'est une barre de signification. Donc, il y a vraiment deux côtés opposés. Alors, évidemment, dans la philosophie marxiste très importante à l'époque, le grand maître du renouvellement du marxisme à l'époque, c'est bien sûr Althusser. Et Althusser, Althusser pour lui, il y a deux Marx, hein. Donc, il y a le Marx idéologico-hegelien, et puis il y a le Marx scientifique. Et par-delà, une coupure. Donc, il y a vraiment là la théorie de la science. Bon, avec toute une série de revues, effectivement, althussero-lacaniennes, qui accentuent le côté théorie et théoriciste, coupé de l'idéologie. Et le travail, justement, d'un bon marxiste étant voilà, de dégommer ce qui est idéologique et qui pervertit, qui parasite le discours scientifique. Bon, donc on aspire là à une espèce de scientificité. Je parlais hier voilà, des sciences humaines et sociales qui, d'une certaine manière, connaissent on pourrait dire, une crise d'émancipation, finalement, d'émancipation autour d'une reconnaissance qui est la reconnaissance de leur scientificité à l'époque, hein. Et c'est effectivement, ça va être dans ces années 60 l'âge d'or, hein, des sciences humaines, qui a fait euh, qui a porté quelqu'un comme Pierre Nora, lequel Pierre Nora, justement, avait très bien saisi le contexte historique, hein, de ce qu'il appelait le deuil éclatant de la littérature et effectivement cette explosion des sciences sociales qu'il a orchestrée chez Gallimard. Alors, et effectivement, Serre va s'inscrire là, effectivement, en décalage, et décalage très intéressant, parce que porteur d'avenir et de la manière dont on peut penser aujourd'hui, par-delà les apories, justement, du paradigme structuraliste. Et cette prise de distance va éclater à l'occasion de sa soutenance de thèse, on est en 1968, et bon, sa thèse sur Leibniz ne fait pas de vagues. Il est manifestement grand spécialiste, bon, comme d'aucuns de l'œuvre de Leibniz, et donc là-dessus, ça ne porte pas à contestation à sa soutenance de thèse. Mais par contre, comme vous savez, on doit soutenir une thèse complémentaire, et la thèse complémentaire qu'il soutient, qui va paraître dans Hermès 2, et autour d'un concept tout à fait majeur qui est le concept d'interférence. D'interférence, et là, effectivement, il reproche à Bachelard de bien tenir les deux bouts de la chaîne, poétique d'un côté et scientifique de l'autre, mais disjoints. Là, est-ce qu'avec le concept d'interférence, on ne peut pas justement les joindre d'une certaine manière, sans les recouvrir l'un l'autre? Alors, cette rupture, voilà, sa thèse va lui occasionner plus que des avanies. Parce que là, effectivement, son titre, c'est Essai sur le concept épistémologique d'interférence, publié en 72 dans Hermès 2. Et, euh, et là, ça va provoquer un heurt avec son directeur de thèse, et qui est même plus qu'un directeur de thèse, puisque c'est celui qui a remplacé, on peut dire, son père, et qui a joué un rôle tout à fait majeur, puisque même quand il était Canguilhem, Georges Canguilhem pour ne pas le nommer, est allé voir la famille à Agen des Serres, le père de Michel Serres, et c'est vous qui m'avez piqué mon fils. Et donc, effectivement, il a un rapport, je l'évoquais hier, hein, à- à son père très très fort, et à Canguilhem aussi. Et alors, euh, et alors là, on a trouvé dans Brouillon de lettres de Serres
qu'il a, semble-t-il, c'est pas sûr qu'il l'ait envoyé, mais dans les archives, on a trouvé un brouillon d'une lettre qu'il envoyait à Canguilhem, et donc je vais vous le lire quand même un passage parce que c'est très fort. Et là, c'est un moment très très important de rupture, à la fois épistémologique, là, pour le coup, et de coupure de lien, puisque il dira à- dans Pantopie, hein, cet ouvrage de Sven Ortoli et de Martin Legros, il leur dira ceci, il y a eu là un moment tragique de mon histoire, personnelle et académique, que je n'aime pas évoquer. Jusque-là, Canguilhem m'avait pris sous son aile. J'étais son étudiant préféré, en quelque sorte. Il s'est fâché contre moi ce jour-là. Et alors, c'est terrible, et la tension était telle que, bon, dans le cadre de mon enquête, j'ai eu quelques témoignages très très forts là-dessus, et je pense par exemple à ce que m'a dit Florence Henuel, qui m'a dit que Serre lui avait dit qu'il pensait, ce qui est assez rare pour une soutenance de thèse, se lever et partir en pleine thèse. Et qu'il est resté finalement en se disant bah, je suis marié, j'ai ma fille à nourrir, donc je reste. Hein. Euh, j'ai le témoignage aussi de Juliette Grange qui m'a dit Michel m'a dit qu'il avait revu Canguilhem beaucoup plus tard, peu avant sa mort. Euh, il n'a même pas pu lui dire un mot. Il pleurait dans la rue devant lui. Il disait qu'il lui avait brisé sa carrière. Bon, il y a le moment effectivement tragique et fort et qui explique après beaucoup aussi ses ressentiments. Euh, et alors voilà ce qu'il lui envoie, enfin, ou ce qu'il ne lui envoie pas, mais en tout cas ce qu'il a écrit sur, sur Canguilhem. Euh, il lui écrit puis-je parler encore de philosophie avec vous, quitte à multiplier vos colères à mon égard? Vous avez déploré à maintes reprises mon évolution. De fait, je parle moins de mathématiques et par exemple, dans la thèse complémentaire, je leur tourne le dos, alors qu'elles étaient, disons, ma spécialité. Je ne les quitte pas. Tout cet été, je travaille les mathématiques grecques en vue d'expliquer une partie du politique, mais il n'est pas sûr qu'à s'enfoncer plus avant dans cette discipline, l'on fasse des progrès décisifs dans la philosophie correspondante. Je crains même d'être persuadé que non pour des raisons théoriques. Elle reste une propédeutique comme Platon l'a vu, et il faut passer l'âge de la propédeutique. D'où le passage, il y a 3 ou 4 ans, à l'étude des sciences appliquées, en fait à leur organum actuel, la théorie de l'information. Effectivement, très important pour Michel Serres, le travail de Briouin qui va l'accompagner jusqu'au bout sur, effectivement, ce qui est quand même la spécialité première qui est la communication. Par nature, le travail entrepris depuis près de presque 20 ans procède d'une idée que je me fais comme chemin de la philosophie. Idée extensive plus qu'intensive et par là adaptée aux spécialités. Une synthèse sur le savoir, la nature et les rapports entre les hommes. À cet égard, l'étude des techniques contemporaines paraît indispensable. J'ai trop vécu à conduire des bulldozers pour ne pas savoir, là c'est rapport travail avec son père, que cela ne serait-ce pas le devoir du philosophe que de percevoir un échangeur d'autoroute, c'est un thème qui avait fait scandale, dans une conférence, comme un objet culture. N'est-ce pas notre rôle que de rendre le monde habitable? Point sur lequel on reviendra plus tard, sur les conséquences de cette rupture. Et d'inclure dans notre préoccupation les objets qui constituent de fait un monde perçu encore comme inhabitable et hostile. Les sciences et les techniques sont donc indissociables, entendons par là toutes les sciences et toutes les techniques.
D'où le glissement du problème de la raison mathématique au problème de l'encyclopédie et de son articulation avec le monde d'aujourd'hui. Vous me direz, c'est insensé, c'est prendre à la loterie le billet dont il est démontrable. Qu'il ne gagnera point, c'est perdre sa vie à courir après un rêve. Je n'ai rien à répondre à cela, sinon que j'accepte de me casser la figure aussi souvent qu'il faudra. Toutes les sciences, oui, et c'est pourquoi les bactéries littéraires que vous n'aimez pas, les bactéries littéraires que vous n'aimez pas, c'est très fort, hein, je veux dire, euh, ça me fait penser euh, aux historiens quand ils se sont professionnalisés. Seigneur Bose parlait des microbes littéraires qu'il fallait dégager de notre science historique. Hein. Les bactéries littéraires que vous n'aimez pas ne sont pas une hernie dans l'entreprise, puisque j'essaie de constituer une technique de lecture au moyen des sciences humaines. Du Mésil pour Molière, Freud et la linguistique pour les contes, la mythologie pour Jules Verne, Nietzsche pour Michelet, et ainsi de suite. Il s'agit de réconcilier à ce moment deux segments séparés. Je ne puis sacrifier l'existentiel, il ne faut pas sacrifier l'espérance d'un langage qui permettrait de délivrer la philosophie de sa fermeture ésotérique. Bref, il m'est impossible de ne pas être persuadé de la vocation universelle de la philosophie et de l'urgence d'une synthèse. Bien, vous voyez, c'est en termes très forts que là, Canguilhem, c'est après sa thèse, on est. Non, 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 c'est juste après, c'est le 25 juillet, très précisément, 25 juillet 1968. Euh, Vraiment le lendemain, à chaud, de cette soutenance tragique. Euh, alors, rupture, donc, vous voyez qu'il va avoir de graves conséquences. Eh bien, cette coupure et définition de nouveau programme de cette liaison, interférence entre savoir littéraire et scientifique va avoir des effets, et alors que jusque-là, c'était à pas feutrer, ça va s'accentuer, la rupture, et le point vraiment alors de non-retour par rapport à cette épistémologie-là va être en 77 la publication d'un livre dont le titre et l'objet est à la fois fondamental et presque provocateur par rapport à l'ancienne coupure bachelardienne entre d'un côté la poésie et de l'autre la rupture épistémologique. Euh, C'est son livre qui s'appelle La naissance de la physique, dans le texte de Lucrèce, 77. Là, la rupture est consommée. On a, avec la filiation bachelardienne, à deux niveaux de rupture. Un, premier niveau de rupture, la coupure temporelle. C'est-à-dire que voilà que bah, Michel Serres voit dans la modernité de la science physique un représentant de l'Antiquité comme novateur, donc un élément de continuité entre la période antique et la période contemporaine. Ce qui déjà est une première rupture. Et évidemment, deuxième rupture, l'opposition entre d'un côté une culture littéraire et de l'autre la culture scientifique. Hein. J'ai dit à quel point hier c'était un leitmotiv chez lui de penser ensemble ces deux cultures, pas de manière mécanique, mais en montrant la complexité des liens et des échos entre eux. Et là, en effet, de voir la naissance d'une science parmi les sciences, la physique, des sciences dures, ou chez un poète de l'Antiquité en plus, ça apparaît complètement aberrant. Aberrant. On a là effectivement le De Rerum Natura, de la nature des choses, comme matrice même voilà, de l'essor scientifique. Et là, il réalise, je dirais de manière
la fois son projet scientifique, c'est-à-dire le projet de cette connexion entre les sciences et les humanités. Euh, et là, il introduit quelque chose qui va à l'encontre justement de ces révolutions, ces coupures épistémologiques, euh, telles que les formalise Foucault dans Les mots et les choses, hein, ces épistémés, hein, qui sont effectivement sans lien les uns par rapport aux autres, une espèce de stratification d'épistémés dans les mots et les choses, iront avec cela et il introduit une forme de continuum, hein, non pas un continuum téléologique, non pas quelque chose d'unitaire, voilà, qui pense ensemble plusieurs périodes. Et on a là donc, je le cite, un continuum, un corps continu comme un océan, qui est le siège de mouvement et d'échange. Hein, texte de référence. Et on y reviendra, mais toujours chez lui, la métaphore des flux et hydrauliques effectivement, l'océan, les fleuves, la Garonne, vous voyez. Euh, et alors là, il définit là une philosophie du transport. Et là, on est effectivement dans Hermès, hein, auquel je l'ai hier consacré beaucoup de livres, à travers le temps, fait d'intersection, d'interception et d'une communication qui ne cesse pas de se diffuser, et dans le temps et dans l'espace. Prenons appui sur les théories de Brillouin. Je le cite, Serre, dans Interférence, dès que le problème de la référence s'exprime, reste l'interférence. Et l'homme, désormais, ou, ou bientôt, ne vivra plus que de messages. Et là, il est effectivement, je n'ai pas assez dit hier, très prophétique. C'est-à-dire que c'est le passage de Prométhée à Hermès, c'est-à-dire de la survalorisation de la production à l'idée que non, on vit dans un monde nouveau qui est le monde de la communication et qu'il faut évidemment euh, travailler cette question de la communication. Et pour la travailler, il faut renoncer à une posture dans laquelle s'enferment les structuralistes à ce moment-là. J'ai oublié d'ailleurs de citer un structuraliste qui est tout à fait là-dedans, qui est Bourdieu, l'idée de la coupure, la posture de surplomb. La posture de surplomb consiste à dire, moi la vérité, je parle, et il y a bon, ceux qui sont dans l'empirie, les pieds dans la glaise. Eh bien, pas du tout. On ne peut pas, comme ça, dégager, au nom d'une posture de surplomb, la vraie science d'un côté et la fantaisie fictionnelle de l'autre. Il y a là un modèle voilà, qui interfère, qui communique, et c'est important pour lui d'ailleurs à ce moment-là, le modèle cybernétique. Il va d'ailleurs s'intégrer un peu, enfin bon, je passe un groupe d'Élis, Joël de René et autres, où on retrouvera d'ailleurs, y compris Rocard, hein, dans ce groupe des 10, qui va penser autrement à partir de la cybernétique et critiquer le travail de classification classique dans le domaine des sciences. Qu'on ne puisse, dit-il, sauf arbitraire, distribuer l'océan en mer, découpé à l'épée. Voilà une vérité de fait. Bon. Interférence, interrelation, nouage, réseau. L'objet est projet, dit-il, toujours dans ce texte. Donc il démontre par là que le monde scientifique peut trouver une source d'inspiration dans la poésie, dans la fiction, et il soutient que chez Lucrèce, il y a notamment une notion tout à fait majeure pour la physique, et qui crée même la physique, qui est le clinamen, comme majeur pour définir la physique. C'est-à-dire, il oppose à l'idée de coupure celle de flux, à la mécanique des solides, la mécanique des fluides, et donc une physique plus moderne, nouvelle, qui est la physique hydraulique,
qui effectivement qu'il trouve chez Lucrèce, hein, une physique hydraulique avec effectivement le clinamen qui a toujours été considéré jusque-là, jusqu'à Michel Serres, comme une fantaisie, une absurdité scientifique. Et voilà ce qu'en dit Michel Serres, toute l'absurdité reconnue par la critique et peut-être toute la question viennent de ceci qu'on a toujours considéré la chute originaire des atomes dans le cadre global d'une mécanique des solides. Avec la naissance de la science moderne, ou sa reconnaissance plutôt, il est question tout autant, sinon plus, des fluides que des solides. Donc, effectivement, on a là, effectivement, un nouvel esprit scientifique qui n'a rien d'antique, mais au contraire qui, voilà, est un summum de modernité dès l'Antiquité. Modernité donc de Lucrèce, affirmée par Serre, la physique atomique, dit-il, s'appuie sur un espace vectoriel beaucoup plus que sur un espace métrique. Et effectivement, Lucrèce porte plus d'attention à ce qui bouge, au mouvement, qu'à l'équilibre ordonné. Et on a là, effectivement, sur fond de turbulence, des atomes qui s'assemblent grâce au clinamen, et à partir d'un écart qui est infinitésimal, qui est minimal, et voilà. Et ce qui est stable, dit Serre, c'est le mouvement. Bon. Bon, par rapport à la physique mécanique, on est dans une autre épistémologie. Et il dit même que voilà, Lucrèce est plus moderne que Newton. Lucrèce fait valoir les effets en retour sur les causes, complexifie les relations mécaniques causales, imagine un temps thermodynamique, irréversible. Donc là, toute une modernité de Lucrèce qu'il affirme, et vous comprenez que ça, euh, c'est terriblement en rupture par rapport à l'époque. Euh, bon, et alors, il trouve aussi chez Lucrèce, et c'est un point sur lequel je terminerai et qui est tout à fait essentiel, il y trouve une nouvelle éthique. Là, effectivement, il annonce même le tournant éthique qui va être extrêmement important, qui continue aujourd'hui, qui s'amplifie. C'est-à-dire une sagesse philosophique qui, effectivement, pense différemment les rapports entre l'homme et la nature. Et ça, il le trouve, une harmonie, il trouvera chez Leibniz, mais qui trouve aussi déjà chez Lucrèce. Et effectivement, et qui déploiera après dans Le contrat naturel en 1990. Il écrit en effet dans son texte sur Lucrèce, sagesse limpide, simple, lisible, sans médiation sur les choses, le monde, l'histoire qui s'ensuit, vivre selon la nature entendue comme elle est écrite, comme naissance, à l'état naissant, vivre de peu, désirer peu, ce peu jamais ne manque. Côté littéraire. Le minimum, le peu, le proche et le voisin. La nature est naissance au lieu différentiel de la déclinaison. Vivre là, selon la nature. Éviter l'histoire et la politique. Tourbillon sans cesse augmenté. Se détourner de la croissance. Être content du limité. Bon, c'est d'une actualité incroyable, hein. Et ça répond on ne peut mieux, et de manière très belle et littéraire, à nos défis aujourd'hui, à l'heure de ce qu'on appelle l'Anthropocène. Et donc, ce point est tout à fait majeur parce que, effectivement, il nous permet de repenser le rapport entre l'homme et la nature aujourd'hui. Et donc, comme je le disais hier, il a consacré
vous le savez, à partir de 90, beaucoup d'ouvrages sur cette question, qui va l'occuper de manière dramatique jusqu'à la fin. Et c'est parti en fait d'une participation, alors partie évidemment de la continuité de cette réflexion sur Lucrèce et nature des choses, mais aussi de ce qu'il a vécu. Et il a participé à une réunion internationale en 1980, 10 ans avant la publication du contrat naturel, en marge du G7. Au Japon, il y avait dans cette délégation de 1 à 3 délégués. Il y avait 3 délégués français, dont lui, qui représentait la France. Et pour s'entendre justement sur cet équilibre homme-nature à l'échelle mondiale, puis il s'est rendu compte que voilà, c'était un dialogue de sourds, que chacun pensait en termes de ses intérêts nationaux et que les intérêts de la planète ne comptaient pas. Effectivement, on ne s'est pas amélioré aujourd'hui. Euh, et c'est le moins qu'on puisse en dire. Et finalement, le groupe a jeté l'éponge en voyant son incapacité à fonctionner. Euh, il en a tiré l'idée, je le cite dans Pantopie, il y a bien une instance sur laquelle les hommes peuvent se mettre d'accord, le droit. Donc, d'où euh, son inflexion sur la réflexion juridique. Et donc, voilà, et sa proposition que j'évoquais hier de considérer la nature comme sujet de droit. Bon. Et là, dans l'incipit de son ouvrage, il prend en effet, et ça vous le savez, très belle utilisation de l'art pictural, il prend un tableau de Goya, bien connu, qui est le combat à coups de gourdin, le duel à coups de gourdin, tableau de 1820, où effectivement les deux qui se battent avec leur gourdin se rendent pas compte que plus ils tapent sur l'autre, ils s'enfoncent dans un marécage qui va les engloutir. Bon, et ne sont que serre, tire. Les hommes ne voient pas ce qui se passe. Ils sont en train de se. Et là encore, c'est d'une actualité invraisemblable. Ils sont en train de se battre, etc. Et il y a bien le feu au lac. Et c'est effectivement la terre entière qui va les engloutir. Et les enjeux sont passés complètement à côté. Euh, donc. Donc effectivement, il y a là quelque chose qu'il saisit très bien, et là effectivement une évolution entre la situation dans l'Antiquité, où l'objectif était de maîtriser la nature, de faire en sorte qu'elle réponde aux intérêts de l'homme, de la domestiquer, de la maîtriser, de la mettre au service des sociétés, avec notre situation, qu'il n'appelait pas encore l'Anthropocène, quoique dans ses derniers textes, oui, on voit le nom d'Anthropocène, où on réalise que l'homme est responsable des déséquilibres, accélère les phénomènes d'entropie, valorise tout ce qui est toxique, détruit au nom de la maximisation de l'intérêt économique, court-termiste. Et là, on a effectivement le résultat des courses et une biosphère indispensable à l'existence qui est mise en péril. Et donc, effectivement, ce qu'il importe de maîtriser, ce n'est plus la nature, mais notre maîtrise sur la nature. Nous vivons contractuellement avec la Terre, écrit-il, depuis récemment. Donc il y a là ce que Johann Jonas appelle le principe responsabilité, qui effectivement a été repris par Ricoeur et qui nous interpelle et qui, sur ce point. Et donc qui nécessite une nouvelle éthique, hein, avec cette tension que voit Michel Serres entre le droit et la science. Et il pose des questions scientifiques, et là on retrouve le cerf qui interroge la science et ses utilisations, la physique nucléaire, la génétique, la chimie, la climatologie. Et quand on voit des gens qui sont irresponsables au point de se présenter comme des spécialistes du climat et qui sont des climato-sceptiques, comme celui qui voulait d'ailleurs dégraisser l'éducation nationale,
le mammouth qu'était pour lui l'éducation nationale. Vous avez saisi à qui je fais allusion. Bon, dans le malpropre, Serre souligne le caractère endogène entre l'appropriation privée et l'acte de polluer. Le propre s'acquiert, mais se conserve par le sale. Donc, il voit les interrelations. Il n'y a pas le pur et puis quelque chose qui s'arrache pour se purifier. Non, il y a complémentarité comme le rat des champs et le rat des villes, le sale et le propre. Et ce qu'il essaie de faire valoir et rêver, c'est une société avec une éthique du bien commun. Qui est source de la paix, c'est toujours sa thématique pacifiste, passionnelle chez lui, à l'échelle planétaire, et qui mettrait fin à ce qu'il appelle la guerre mondiale, qui est justement la guerre contre le monde. Bon, mais ce qui présuppose un certain nombre de règles. Le contrat naturel arrêtera-t-il l'apocalypse? Question qu'il se pose. Voilà mon pari. Ou nous le gagnerons, ou nous mourrons tous. Hein, donc l'enjeu, c'est plus que socialisme ou barbarie. C'est mort ou vie si on ne répond pas à ce défi-là. Et d'où d'ailleurs, effectivement, cette éthique aussi du scientifique, de l'homme de science. Alors quelque chose que vous connaissez bien, parce que il m'est arrivé là récemment de siéger dans un jury de thèse. Euh, il y a une innovation et qu'on doit un petit peu, alors je ne sais pas si on le doit à Michel Serres, mais en tout cas ça va dans le sens de ce qu'il souhaitait pour les doctorants qui effectivement soutiennent leur thèse. On leur propose effectivement une espèce de contrat, de serment comme le serment d'Hippocrate. Et effectivement, ils prêtent ou non serment, mais voilà, on leur suggère de prêter serment. Donc il y a une dimension éthique dans laquelle ils rentrent et leurs travaux scientifiques rentrent. Euh, je terminerai en disant que pour exprimer ce message pacifique et cet horizon d'attente pacifié, Serre l'illustre de manière littéraire. Et là, eh bien, je terminerai par une allusion à un très beau conte de La Fontaine qui a accompagné toute l'œuvre de Michel Serres, comme le montre un ouvrage récent qui lui a été consacré et qui relie toute une série de textes de Michel Serres autour de l'œuvre de La Fontaine. Et c'est l'histoire de Philémon et de Baucis, bien connue, deux vieillards qui habitent dans une modeste masure, et deux voyageurs se présentent et demandent l'hospitalité après avoir été rejetés de partout. Et les deux vieillards, finalement, acceptent ces deux voyageurs errants et les restaurent et leur donnent à boire. Et ils réalisent qu'en leur versant le vin, l'amphore se remplit de la même quantité qui a été versée. Miracle, miracle. Et ils demandent alors à leurs visiteurs leur identité. Or, il s'agit en toute simplicité de Jupiter accompagné de Mercure et dieu de l'Olympe et qui leur promettent de ne jamais mourir. Philémon sera transformé en chêne lorsque Baucis sera transformé il y a un tilleul, un très beau tilleul ici, il sera transformé en tilleul. Et, dit-il, commente Michel Serres dans Biogé, et quand le vent soufflait, l'un caressait encore tendrement de ses rameaux les splendides ramis de l'autre, étalés en sa féminine beauté. Ah, merci. Merci beaucoup François pour ce
très beau parcours de la rupture et de la coupure au flux. Et j'admirais aussi le fait que vous ayez tout écrit à la main. C'est un autre, enfin, C'est un autre temps. c'est un autre flux de la pensée aussi. Enfin, voilà, oui, j'admire les gens qui savent encore écrire à la main. Ça- Et avec un cas de couleur. Voilà, donc je laisse poser des questions. Merci, merci. C'est modeste, hein. Tu as évoqué à un moment donné Althusser. Ah, rien. Alors, pour moi, c'est un petit peu problématique. Là, ça a été problématique à l'époque, évidemment, hein, c'est moins C'est qu'on sûr. puisse dire. Mais dans le rapport à Serre, ou dans le rapport de Serre à Althusser et aux Hum, Althussériens, il y a quelque chose qui reste un peu, pour moi en tout cas, un peu énigmatique. ténébreux. Comment est-ce que tu reconstitues cette relation sur le plan évidemment philosophique, hein, c'est pas logique. Oui, d'abord dans Althusser, il y a Serre. Très Hein, fort. c'est déjà le premier point. Bon, mais qui internalise la dialectique et sa contradiction. Non, d'abord sur le plan humain, j'ai découvert, Sophie connaît bien ça, dans les archives, euh, qu'il y a une relation, alors que je ne soupçonnais pas du tout, pas du tout, dans l'être entre Althusser et Serre, extrêmement affectueuse, d'une attention d'Althusser sur l'état de santé de Serre extrêmement euh, vraiment très, très, très attentive à ce qu'il va devenir, comment psychologiquement il tient, comment il faut qu'il se repose. Ah oui, c'est très, très, euh, très étonnant. Il l'a vraiment, il le couve hein, d'une certaine manière. Voilà, son mentor, et il a beaucoup d'affection, manifestement, pour Althusser. Je pense que cette affection était partagée de la part de Serre pour Althusser. Une grande estime. Bon, après ils peuvent pas, évidemment, s'entendre. Euh, c'est pas possible. Parce qu'on est là, bah, Althusser, je l'ai dit, c'est celui qui va pousser le plus loin. Althusser et les Althusserien, ils sont évidemment très très nombreux. À l'époque, il faut se rendre compte que la plupart des intellectuels étaient plus ou moins d'abord en rupture avec le PC. Bon, c'était effectivement un marxisme plus riche, plus sophistiqué, plus complexe. Moi, j'ai donné, enfin, je sais pas si toi, mais moi j'ai donné là-dedans. Ma première formation, c'est la lecture de Nikos Poulantzas. Donc, c'est un sociologue althusserien dont les textes sont très difficiles, mais très pointus, mais qui développe effectivement les thèses althussériennes qui me semblait très riche. Hein. La notion, c'était plus la, la diamate, comme on dit, la théorie du reflet entre infra et superstructure. C'était les instances dominantes, déterminantes en dernière instance, mais qui pouvaient être d'autres instances qui étaient dominantes par rapport. Donc il y a toute une sophistique. Hein. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé dans ma formation historique, moi, j'ai beaucoup utilisé ça. Enfin, évidemment, les profs d'histoire étaient un peu saisis. J'ai rien contre Althusser, mais bon. Althusser qui passait par Poulantzas. Donc, ça, ce genre de sophistique, derrière, de toute façon, il y a quand même une mécanicité qui est celle du marxisme, bon, même un peu présentée de manière sophistique. Et puis, il y a, comme je l'ai dit, à l'époque, cette coupure épistémologique que renforce Althusser. Euh, puisque il veut plus parler, je veux dire, on ne peut plus entendre parler du jeune Marx qui est renvoyé à l'idéologie et que tout commence à partir du Capital et d'un Marx purement scientifique et purement sorti de l'hégélianisme et de l'idéalisme. Et donc là, il y a forcément, je ne sais pas comment il a géré ça, parce qu'il y a à la fois cette relation très forte sur le plan affectif, et de l'autre, non, quelque chose. Et là-dessus, Michel Serres
a jamais donné dans le marxisme. On peut donner dans le marxisme. Moi j'ai été marxiste. Mais lui, à l'école normale, a tout de suite été, parce qu'à l'école normale, on est dans les années 50, c'est le grand moment voilà, du renfermement stalinien, hein. Donc, c'est Jdanov, c'est Lysenko. Et là, il voit des gens, des vrais scientifiques, de Broglie, etc., qui se font virer, chahuter par les staliniens. Euh, et ça, tout de suite, il dit c'est pas possible. Il y a des choses assez curieuses dans ce milieu althussérien, parce qu'il y avait aussi des gens comme Balibar, par exemple, Oui. qui était fils d'un mathématicien, membre de Bourbaki. Hmm. Et là, donc, il y aurait eu la possibilité d'un contact, je crois, du Laroque sur la question des mathématiques, par exemple. Oui, mais Mais ça non, s'est pas produit. ça suffit pas parce que il y en a un autre qui est très mathématicien qui, et qui effectivement a eu des rapports quelque peu contradictoires avec d'opposition à Serre, c'est Badiou. Oui. Badiou est effectivement un haut niveau de mathématiques, au point d'ailleurs que, mais je crois que la femme de Deleuze s'y est opposée, mais il y a toute une correspondance d'un haut niveau mathématique entre Badiou et Deleuze, et Badiou aimerait bien le faire publier, la rendre bon, visible. Sans quoi, comme la volonté de Deleuze, c'est pas de publication autre que ce qui a été publié de mon vivant, euh, on ne la verra jamais, cette communication mathématique. Mais oui, mais et il y a eu d'ailleurs, entre Badiou et Serre, un très beau, on conseille, c'est visible sur YouTube, très beau dialogue qui date de début 68, on est avant mai 68, à la télévision, sur la notion de modèle et structure. C'est vraiment une émission de haut niveau qui montre d'ailleurs les capacités aussi de Badiou sur le plan épistémologique. Il n'est pas seulement euh, le turiféraire et le chantre de Pol Pot, car effectivement sa référence quand même politique, c'est l'ANCOR, c'est l'organisation qui, tout le monde sait, a sauvé les Cambodgiens. Mais sur le plan épistémologique, oui, il y a là un très très beau dialogue de haut niveau entre Serre et Badiou. Et donc, on est dans un moment où Badiou est althussérien, hein, très althussérien, après avoir été sartrien, althussérien, et puis ensuite althussero-maoïste. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour compléter ce que tu viens de dire, si Patrick Redel avait été là, il vous raconterait qu'en fait, de son souvenir, Mm. donc il a été de la génération d'après, hein, c'est l'élève de Michel, mais il dit que Althusser était vraiment tout du long. Il a été extrêmement attentif à ses étudiants, que c'était incroyable l'affection, l'attention, etc., qu'il pouvait porter Mm. Mhm. ses étudiants. Ouais. Ce Donc, qui est d'autant plus méritoire de la part d'Althusser qu'on sait très bien qu'il passait la moitié de son temps dans les hôpitaux psychiatriques. peut-être que justement. Euh, son ex-femme en sait quelque chose. Oui. Elle ne le sait plus. Ce qui a donné lieu à la sortie Althusser trop fort. Pas d'autres? Ah, non, pas d'autres questions? Alors peut-être on va donner, de toute façon, voilà, on va reparler de tout ça ensuite à table et ailleurs. Et peut-être Florence, si vous voulez. Donc Florence qui va nous